Bonjour, je me présente, je me nomme Sacha Poitras, j'ai co-réalisé avec Patrick Turcot le film Au milieu du boulevard Voltaire. Et donc aujourd'hui, c'est notre dernière série, en fait, pardonnez-moi, c'est le dernier épisode de la première série d'entretien intitulée Rendez-vous au milieu du boulevard Voltaire. Et nous avons le très grand honneur de recevoir le philosophe Alain Benoît. Et ça va être un très grand plaisir pour moi de le présenter. Je voudrais d'abord le présenter par le biais d'un prisme générationnel, parce que Patrick et moi, on fait partie de la même génération, de la première vague des millénarios, donc ceux qui ont eu grosso modo 18 ans en l'an 2000. Et notre conscience du monde, je ne dis pas notre conscience politique, mais notre conscience du monde vers, il y a eu évidemment le tournant, la fin des années 80, le début des années 90, avec des expressions très fortes. On pense évidemment à des expressions comme le nouvel ordre mondial, finalement la mondialisation inéluctable, le triomphe de la démocratie. Et vraiment, avec le recul, ces expressions qui s'imposaient un peu, qui voulaient s'imposer un peu d'elles-mêmes par une forme de tautologie, finalement, c'était plutôt des mots d'ordre. Vraiment, c'était clairement des mots d'ordre. Et clairement, à l'âge adulte, on a vu que vraiment que toute cette construction était passablement grippée. Et dans cette période, finalement, très peu de gens ont vu clair, très peu de gens vraiment ne se sont pas contentés du constat fait par les autres. Et incontestablement, donc Alain Benoît vraiment en fait partie. Donc faire une liste exhaustive de sa clairvoyance, ça prendrait beaucoup de temps. Mais j'en prends quelques exemples, donc notamment son expression justement pour qualifier cette période, la pensée unique, le fait finalement, on lui doit aussi en grande partie le fait de considérer que le clivage gauche-droite est en grande partie caduque. Et aussi, finalement, que que l'identité deviendrait le socle de d'à peu près tous les débats majeurs de notre temps. Donc, Alain Benoît, philosophe, écrivain, journaliste, vraiment avec une activité inlassable, vraiment, donc à la fois sa propre production intellectuelle, mais aussi ayant créé, supervisé de nombreuses revues. On pense à Crisis, Nouvelle École, Éléments. Connaissant son attachement envers les félins, je crois qu'il a su soutirer au chat, finalement, le fait d'avoir 9 vies. Donc, finalement, dans le cadre de cet entretien, vraiment, c'est un très grand plaisir de nous entretenir avec quelqu'un qui a vu clair, qui a vu juste, et pour reprendre le fameux vers de Peggy, vraiment, justement, qui a pu appliquer cette maxime de voir ce que l'on voit, et notamment, cela prend une résonance particulière avec la réalisation cinématographique. Donc, je vous permettrai de vous poser, en fait, ce serait l'un des premiers sujets de notre entretien. Donc, Patrick et moi, on s'est vite rendu compte en faisant un film qui avait certes, évidemment, des contraintes matérielles, mais qu'on vivait dans une certaine époque où il y a une forme de régression par rapport à une certaine forme de liberté d'expression. Évidemment, je ne veux pas caricaturer à dessein. Personne n'a cogné à notre porte à 2 heures du matin pour nous intimider d'arrêter le tournage du film. Mais quand même, il y avait comme une certaine forme de régression. Et je pense notamment à un propos d'un éditeur italien récemment, qui disait qui redisait cette vérité élémentaire, que les livres ne se brûlent pas, ils sont faits pour être lus et édités. Et donc, pour certains, on peut constater finalement une forme de régression. Par contre, je veux dire, ça n'a rien de nouveau. Si on prend un point de vue dépassionné, ça n'a rien de nouveau dans l'histoire. On pense notamment au 19e siècle, qui était passablement beaucoup plus corseté que le siècle qui l'a précédé. On a comparé deux peintures, qu'on pense que finalement l'Olympia de Manet a succédé au heureux hasard de l'Escarpolette de Fragonard. Et on parle beaucoup à notre époque de la fameuse culture de l'annulation. Mais par exemple, quand le christianisme vraiment s'est imposé, notamment en Europe, il y a quand même eu une première forme de culture de l'annulation envers l'héritage de gréco-romain. Donc, il y a certaines parties de l'héritage gréco-romain qui ont été prises par le christianisme et d'autres qui ont été littéralement un peu mis de côté, notamment par le biais de la scolastique. Donc, mon premier sujet, en fait, le premier sujet par rapport à l'entretien, en fait, selon vous, quels seraient les points communs entre l'époque actuelle et d'autres époques qu'on peut qualifier éventuellement de régression, mais aussi qu'est-ce qui distinguerait cette époque-ci de d'autres époques aussi qu'on pourrait éventuellement qualifier plutôt régressives? Il y a toujours des précédents, mais ce n'est jamais exactement la même chose. La culture de l'annulation, dont je voudrais dire que pour moi, elle signifie surtout l'annulation de la culture. Oui, absolument. Très juste. On peut en trouver des éléments précurseurs dans l'histoire, liés notamment
à deux notions importantes. La première, c'est celle de l'homme nouveau, c'est-à-dire qu'à un moment, on pense qu'on va pouvoir faire émerger un homme qui sera radicalement différent de tous ceux qui ont existé. C'est une idée qui est très ancienne, puisqu'on la retrouve déjà chez Saint Paul, hein, qui est l'un des premiers à parler de l'homme nouveau. Et puis, il y a une autre notion qui est ce que j'appellerais la table rase, c'est-à-dire l'idée qu'on peut faire du passé table rase, on peut repartir à zéro et reconstruire à partir de rien. Et j'insiste sur cette idée de à partir de rien, parce qu'il est évident que l'homme construit des cultures, construit des relations, construit son identité, mais il la construit toujours à partir de quelque chose. Je pense ici plus particulièrement à l'idée que l'on voit communément maintenant, que ce soit en France, au Québec ou ailleurs, que on peut supprimer les références biologiques, par exemple, entre les sexes, hein, que l'on peut repartir sur une relation entre les sexes qui fasse bon marché de cette vision binaire symbolique essentielle dans l'histoire de l'humanité, qui est la distinction du masculin et du féminin. C'est une des variantes de l'idée qu'on trouve dans l'histoire de la philosophie, que l'homme ne devient vraiment homme que lorsqu'il s'arrache à la nature. Kant, par exemple, dit l'homme est d'autant plus humain qu'il s'extrait de la nature, c'est-à-dire qu'il se déracine par rapport à ses conditionnements biologiques, physiologiques ou autres. Or, je crois que le propre de l'homme, c'est précisément de s'émanciper de la nature, mais en même temps d'être bien conscient que c'est le socle sur lequel on fait les choses. Lorsque vous entendez des gens qui disent que l'identité sexuée est une pure construction sociale, on est dans une erreur fondamentale. Non pas que dans l'identité sexuelle, il n'y ait pas une part de construction sociale, bien entendu, il y a plein d'orientations sexuelles, mais à la base, il y a quand même une réalité, c'est-à-dire qu'il y a des sexes. Et vouloir croire qu'on peut abolir le sexe au profit du genre, par exemple, c'est faire bon marché de l'idée que, quelles que soient les orientations sexuelles que l'on affectionne et que l'on a choisies, quelle que soit la façon dont on se construit sexuellement, on se construit toujours sur une base qui est donnée par la nature et par la nature biologique. Nous sommes des vivants et notre cerveau ne fonctionne que parce qu'il est greffé sur un organisme vivant. Alors cette idée de la table rase peut prendre différentes formes dans le passé. Ça peut être l'idée que l'hérédité n'existe pas, par exemple. La philosophie des Lumières en particulier cultive l'idée qu'à la naissance, l'homme est une cire vierge, une table rase, qu'il est entièrement créé par l'éducation et par le milieu. Donc vous avez toujours ce dualisme selon lequel, du côté de l'homme, c'est la culture et la nature est rejetée en quelque sorte du côté de l'animal, comme s'il n'y avait rien d'animal chez l'homme. Non pas que je veuille dire que nous ne sommes qu'un animal, mais nous sommes aussi un animal. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec le grand éthologiste Konrad Lorenz, qui a reçu le prix Nobel. J'ai été allé le voir à Vienne. On avait abordé ce sujet à une époque où on ne parlait pas encore de l'antispécisme.
Et Konrad Lorenz me disait, si vous dites que l'homme est un animal, vous avez raison. Mais si vous dites qu'il n'est qu'un animal, vous avez tort. Donc là, il faut saisir les deux choses en même temps. Le passé, on ne peut pas en faire table rase, mais le passé n'est pas une chose qui est définitivement derrière nous. Ce n'est pas une sorte de refuge ou de consolation ou de musée, de conservatoire. Le passé est la condition du présent et de l'avenir. Et si l'on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir exactement où l'on va. C'est exactement la même chose. La biologie soviétique, à l'époque de Lysenko, niait l'hérédité mendélienne et soutenait l'hérédité des caractères acquis, ce qui n'a jamais fonctionné. Elle est tombée dans un juste discrédit, mais cette idée réapparaît toujours que on peut se faire soi-même à partir de rien. Au fond, c'est l'idéal américain du self-made man. Le self-made man, c'est l'homme qui se crée lui-même à partir de rien. Les cultures, en réalité, se transforment, elles progressent, elles se métamorphosent, mais toujours à partir de quelque chose. On ne peut pas se retourner et couper tout ce qui est en amont de nous-mêmes ou considérer que tout ce qui est en amont de nous-mêmes limite d'une manière insupportable notre liberté. Tout à fait. Et ce que vous dites est en lien aussi avec, et vous avez déjà fait allusion à ça dans une de vos conférences, à la volonté, disons, de toute puissance de l'homme qui veut, disons, prendre la place de Dieu en déconstruisant tout et en reconstruisant tout selon ses caprices, en fait. Vous parliez du désir prométhéen, en fait, de l'humanité. Est-ce que pour vous, ça, est-ce que c'est une tendance autodestructrice pour vous? Oui, le mythe de Prométhée, au fond, c'est le mythe des titans. L'écrivain allemand Ernst Jünger disait nous risquons dans le monde où nous sommes de rentrer dans le monde titanesque. Le monde titanesque, c'est le monde comment dire, du déchaînement de l'élémentaire, n'est-ce pas? De cet élémentaire qui, lorsqu'il n'est pas mis en forme, conduit vers le chaos. Et finalement, c'est ce que nous voyons un peu dans l'époque où nous vivons, où les grands récits collectifs ont fait faillite, où les gens ne se reconnaissent plus dans un projet collectif, où ils vivent leur vie sous l'horizon de la fatalité, où les valeurs marchandes ont tout envahi, où rien n'a plus de valeur, mais tout a un prix. Et il en résulte évidemment un sentiment de vacuité, car les tentatives que l'homme a faites pour se mettre à la place de Dieu, ça n'a débouché sur rien. Ça n'a débouché que sur une déconstruction, sur une destruction qui fait que tout s'effrite, tout se défait et les repères disparaissent. Et lorsque les repères disparaissent, il est très difficile de faire ce pourquoi nous sommes présents au monde, c'est-à-dire donner un sens à notre vie. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a essayé d'aborder dans notre film que vous avez C'est vu. justement là où peut-être on peut faire le lien avec votre film que j'ai vu avec beaucoup d'intérêt. J'ai eu l'impression que cette suite d'entretiens avec des personnages très différents et très intéressants, très sympathiques, au fond, c'est une variation sur le vide. C'est une variation qui nous montre comment, en fonction de leur parcours, de leur tempérament, de leur personnalité, des gens très différents essayent de se sauver, en quelque sorte. Parce qu'ils n'arrivent plus à vivre normalement dans une société à peu près normale, dans laquelle il n'y a plus de normes, ou bien où tout peut devenir une norme, ce qui revient à dire qu'il n'y en a pas, et ils se sentent mal dans cette société. Alors,
ils se replient sur quelque chose, ils cherchent une réponse. Alors les uns, c'est la religion, les autres, il y a le bouddhisme, il y a le prêtre. Bon, chacun essaye de faire une petite niche écologique dans laquelle ils puissent conserver l'oxygène, hein, Ouais. ou retrouver le moyen d'avoir un peu d'oxygène pour vivre dans une société qui devrait être normalement le cadre où ils peuvent répondre à cette question, quel est le sens de ma présence au monde, mais qui ne leur permet plus parce que tous les repères ont été supprimés. Tout à fait. Et en fait, en parlant de repères qui ont été supprimés, j'aimerais aborder la question aussi du cinéma, qui est un de vos grands intérêts. Et donc, vous parliez aussi de d'Eisenstein comme un de vos réalisateurs préférés, mais qui devait constamment jongler avec la censure et le contrôle du système soviétique. Vous parliez aussi de Buñuel, que vous affectionnez particulièrement, mais qui a dû quitter l'Espagne fasciste pour travailler librement. Il y avait Kieślowski en Pologne qui devait toujours tronquer ses films selon les exigences des censeurs. Par contre, en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, outre la parenthèse mécartiste, il y avait quand même une liberté artistique sans précédent des années 60 aux années 80, où l'aspect artistique des films prenait souvent le dessus sur le côté commercial du cinéma, ce qui est impensable aujourd'hui. Donc, ma question est celle-ci. Trouvez-vous que maintenant, à cause du politiquement correct, du retour des exigences commerciales et du nivellement artistique, que le cinéma occidental est moins libre aujourd'hui qu'à l'époque de la Nouvelle Vague française ou de l'âge d'or du cinéma italien, de Fellini, de Scola ou de Pasolini, finalement? Oui, ça me paraît tout à fait évident, mais ce que je trouve surtout fascinant, c'est cette espèce de chassé-croisé. À l'époque de la guerre froide, le bloc soviétique n'inspirait pas beaucoup de sympathie. On avait l'impression que c'était immobile, que ça ne bougeait pas. Et puis que l'histoire se faisait à l'ouest, dans ce qu'on appelait audacieusement peut-être le monde libre. Et que la censure, la répression, le goulag même, c'était à l'est. Et puis, en dehors de l'épisode McCarthy's, comme vous le dites, auquel il faudrait peut-être ajouter l'épisode de la prohibition, Ouais, oui. c'était évidemment tout à fait différent. Aujourd'hui, on a l'impression du contraire, c'est-à-dire qu'à l'Est, il y a une énorme liberté, notamment dans le domaine de la créativité, du cinéma et de toutes ces choses-là. Et à l'Ouest, en particulier aux États-Unis, et je crois malheureusement aussi au Canada, je ne dis pas spécialement au Québec, et personnellement, je fais toujours la distinction Oui. entre le C'est très Canada. apprécié. Vous faites bien, oui. Tous les Français ne la font pas. Non, c'est vrai. Absolument. Mais moi, je la fais très, très clairement, très nettement. Il y a une sorte de chape de plomb qui s'est abattue sur l'opinion et qui crée le wokisme, toutes ces formes de censure souvent absolument délirantes, en liaison avec l'identité de race, l'identité sexuelle, qui évacue toute autre considération et qui fait qu'on risque autant, si l'on va contre ces tabous, si l'on va contre le wokisme, si l'on va contre l'idéal de la société inclusive ou du politiquement correct, on risque de ne plus être édité, de ne plus pouvoir faire de films, d'être mis à l'écart, ostracisé, exactement comme à l'époque soviétique. Je me souviens du fameux discours de Harvard de Solzhenitsyn. Ah oui, c'est vrai. Solzhenitsyn s'était adressé aux Américains qui n'avaient pas compris grand-chose, d'ailleurs, évidemment. Et il leur avait dit, vous savez, moi, j'ai connu le goulag. Je viens des pays où on ne pouvait rien dire. Et j'arrive ici, dans un pays où on peut tout dire et où ça ne sert à rien. Alors, c'était déjà terrible comme remarque. D'un côté, on ne peut rien dire, de l'autre, on peut tout dire, mais ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, on ne peut même plus tout dire. On pourrait donner
1000 exemples, mais vous êtes aussi bien placé, sinon mieux placé que moi, pour savoir, en lisant les journaux, de toutes les extravagances auxquelles on assiste à l'enseigne de la société inclusive et de la diversité, ce qui mériterait d'être médité, parce que la société inclusive, je trouve que c'est aussi une société extraordinairement exclusive, puisqu'elle rejette tous ceux qui ne partagent pas ses postulats, ses croyances, ses mots d'ordre, ses mantras. Donc, si vous n'aimez pas la société inclusive, vous êtes immédiatement mis dehors, ostracisé. Donc, l'inclusivité a ses limites. Et quant à la diversité, je dirais que c'est une conception de la diversité qui va directement à l'encontre des véritables différences. C'est une idée de la diversité qui inverse d'abord le lieu où elle devrait être. Pour moi, la diversité, c'est la diversité des peuples, des cultures, des langues, qui est au fond la richesse de l'humanité. Or, cette diversité-là n'intéresse pas ceux qui aujourd'hui dominent l'opinion. Au contraire, ils veulent éradiquer les identités collectives, les peuples, les cultures, les langues différentes, les langues minoritaires, pour pouvoir réaliser une sorte de grand marché planétaire où selon le mot d'ordre libéral classique, les marchandises, les hommes et les capitaux pourraient circuler librement. Et à l'inverse, à l'intérieur des sociétés, eh bien, ils les rendent toutes semblables les unes aux autres par une conception de la diversité qui revient à briser le lien social, les structures traditionnelles, les raisons qui faisaient que les gens avaient confiance les uns dans les autres. Les sociétés relativement homogènes, je dis bien relativement, parce qu'aucune société, et ce n'est pas souhaitable d'ailleurs, est totalement homogène, mais dans les sociétés relativement homogènes, les gens, ce sont des sociétés de confiance et de confiance mutuelle, de réciprocité, parce que on a plus confiance dans quelqu'un que l'on rencontre dans la rue et en qui on peut se reconnaître qu'en quelqu'un qu'on ne trouve pas forcément antipathique, mais en qui on ne se reconnaît pas, tout simplement. Or là, on fragmente la société sur un mode à la fois communautariste et en réalité individualiste, où chacun essaye de maximiser ses droits en utilisant la pleurnicherie, la jérémiade, la susceptibilité. On crée des sociétés de susceptibilité empilées les unes sur les autres qui font que les gens théorisés n'osent plus rien dire, puisque la moindre plaisanterie, la moindre allusion, le moindre déguisement suscite des protestations fantasmatiques qui font que les gens n'osent plus rien dire, tout simplement. Alors, je pense que le fond de l'affaire, c'est que ceux qui parlent de diversité n'ont en réalité pas le sens de la véritable altérité. Ils croient que les hommes sont finalement tous les mêmes, que ce qui les différencie, leurs appartenances religieuses, culturelles, sexuelles ou autres, ce sont des choses transitoires, pas très importantes, et que si on enlève toutes ces petites choses de peu d'importance, eh bien, on retrouve l'être humain à l'état pur, dans son abstraction hors sol, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est que l'être humain hors sol, ça n'existe pas. Lorsque nous sommes dans la vie réelle, nous voyons des gens qui ont des particularités qui conditionnent évidemment leur identité. Mais si on croit que les hommes sont tous les mêmes, alors évidemment, on peut les mélanger, les faire vivre tous ensemble, en se disant comme fondamentalement ce sont les mêmes, ben, ils vont finalement très bien s'entendre. Et malheureusement, l'expérience historique et empirique nous montre que dans ce cas-là, ça se passe en général mal. Dans une foule de pays du monde, les conflits sont alimentés par des différences collectives
qui parfois nous paraissent pas très importantes, mais qui, sur place, sont extrêmement importantes. Vous voyez l'ex-Yougoslavie, le Liban, l'Afrique noire et tant d'autres pays. Donc, ce sont des représentations idéalistes et rêvées. Voilà. Alors moi, je suis pour qu'on reconnaisse au contraire l'altérité, parce que l'altérité, c'est quelque chose de beaucoup plus irréductible. Et c'est ça qui est intéressant. Si vous parlez avec quelqu'un qui est vraiment différent de vous, vous pouvez vous apporter quelque chose. Mais si c'est le même qui parle avec le même, bon, ce n'est plus un dialogue, c'est un monologue. Voilà. Tout à fait. Mais dans votre film, moi, c'est ça qui m'a frappé. Les personnes que vous interviewez ne parlent pas énormément de ce qu'ils n'aiment pas. Mais ils disent, voilà, moi je fais ça parce que ça me donne du sens. Je trouve des réponses. Alors, à tort ou à raison, les réponses sont bonnes ou ne sont pas bonnes. Le problème n'est pas là. Mais là, dans ce qu'on appelle le ressenti maintenant, c'est-à-dire cette espèce de subjectivité, ça leur donne l'impression qu'ils ont créé un endroit qui est devenu pour eux respirable, d'abord, et qui leur permet de trouver des réponses, oui, c'est ça, de trouver des repères que la société, dont ce devrait être le rôle, la société des individus et du marché, qui ne connaît comme mode de régulation de l'existence sociale que le contrat juridique et l'échange marchand, ne leur donne de toute façon pas. Alors c'est parfois même il y a une certaine incohérence par moment. Je pense à cette femme très sympathique qui vient des pays musulmans au début de... Oui, Jamila Jamila Benhabib, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça. Je vais noter son nom, Jamila Benhabib, voilà. Oui. C'est très intéressant parce que elle, compte tenu des structures traditionnelles un peu oppressives qu'elle a connues dans son pays d'origine, elle rêve un peu de la philosophie des Lumières, Ouais. de la liberté, du libre exercice de la raison, ce que je peux très bien comprendre. Mais en même temps, elle se contredit parce qu'après, elle dit, c'est dommage, il n'y a plus de grands projets collectifs, c'est le règne de l'individu égoïste, n'est-ce pas? Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que cette même philosophie des Lumières, qui a été libératrice par certains aspects, a été aliénante par d'autres aspects, car elle a dissous les liens sociaux, elle a promu l'individu au détriment des structures collectives, et évidemment, quand on déplore le rôle de l'égocentrisme, de l'absolutisme individuel, on est obligé, l'historien des idées que je suis en tout cas, est obligé de remonter aux Lumières. Donc, dans certains discours, il y a une contradiction. Mais en même temps, ce qui est très sympathique, c'est sa sincérité. Hein, parce que moi, c'est une des personnes qui m'a le plus frappé dans les personnages que vous avez. Parce que les autres personnages, on a l'impression qu'ils ont un peu réussi. Ils se sont trouvés leur petite niche, leur solution, leur compensation. Tandis qu'elle, elle reste insatisfaite. Elle cherche encore. Ouais. Voilà. Elle cherche encore, elle le dit avec vigueur, avec sincérité très, très frappante. Elle a quitté un monde où elle ne se sentait pas bien. Elle arrive dans un autre, elle pensait que ça va être l'Eldorado, comme beaucoup d'immigrés, malheureusement, qui croient qu'ils vont arriver dans l'Eldorado où tout le monde gagne beaucoup d'argent, où tout se passe bien, et qui découvrent que la réalité sociale, malheureusement, ce n'est pas du tout ça. Donc, elle est toujours insatisfaite. Je crois qu'elle a aussi une conviction que l'héritage des Lumières a été trahi par cette logique marchande, mais en même temps, c'est la logique des Lumières qui a engendré la société libérale aussi. Donc, c'est comme une espèce de cercle. Mais je crois que pour elle, le fait qu'elle vienne d'un pays très opprimant, c'était vraiment une bouffée d'air frais que cette philosophie. Et elle en a fait une espèce de transcendance vers laquelle elle marche toujours, finalement. Bien sûr, mais son cas,
pourrait très bien être comparé à celui de la plupart des habitants des pays de l'Est. Oui, tout à fait. Souvenez-vous, lorsque le mur de Berlin est tombé, lorsque le système soviétique s'est désagrégé, tous les Roumains, Polonais, Hongrois, Tchèques, etc., étaient très contents de sortir du système soviétique, pour la plupart en tout cas, et ils se sont dit, enfin maintenant, on va pouvoir participer à la vie du monde libre qui, lui, est formidable parce que c'est le monde de la liberté, etc. Et 10 ou 15 ans après, beaucoup d'entre eux ont déchanté, comme avait déchanté Solzhenitsyn, comme déchante dans une certaine mesure Jemila Benbabib. Ils se sont dit, la société occidentale, elle n'a pas que des avantages. Elle n'a pas que des avantages, et le tournant qu'elle a pris fait que, par certains côtés, elle se soviétise à son tour. Absolument. Le politiquement correct, il y a un auteur, un théologien anglais, je crois, Rod Dreher, qui le disait récemment, la culture de l'annulation, à certains égards, c'est plus dangereux que le communisme. Parce que le communisme meurtrissait les corps, il contraignait les corps, tandis que là, on est dans un modèle véritablement orwellien, celui de la novlangue, les newspeak, Oui. qui fait qu'on change les mots, le sens des mots, on interdit des mots, on crée des nouveaux mots. Et Orwell le dit très bien dans 1984, quand on change les mots, quand on les supprime, on change et on supprime les pensées. Donc là, il y a quelque chose de terrible, absolument terrible. À la fin, en fait, pardonnez-moi, c'est dans votre introduction, dans votre livre Les démons du bien. Donc, la phrase qui conclut cette introduction, vous parlez un peu justement de cette nouvelle morale extrêmement oppressive, et vous avez cette phrase très intéressante, on demande des libertins. Donc, vous avez cette phrase extrêmement intéressante. Oui. Je me disais, et vous aviez dit, justement, dans un entretien passionnant avec Olivier Molin, vous aviez en quelque sorte confessé que vous aviez eu un désir de cinéma, vraiment jeune homme, vous aviez eu un désir de réalisation de cinéma. Je me demandais justement, cette phrase, on demande des libertins, vu que le cinéma, évidemment, c'est un art collectif qui demande vraiment une mise en commun de moyens déjà en amont, et aussi en aval avec des réseaux de distribution. Donc déjà, c'est une structure extrêmement lourde, mais néanmoins, je me demandais quel conseil vous donneriez à un jeune réalisateur de nos jours, finalement, qui voudrait vraiment créer une œuvre originale. Évidemment, on est tous soumis à des carcans, mais le plus possible libérer des carcans que vous avez mentionnés avec brio. Quel conseil vous lui donneriez? Juste, excuse-moi, Sacha, il reste à peu près 4 minutes donc, pour la fin de l'entretien. Donc, est-ce qu'on conclut avec ça ou on revient plus tard? Je vais essayer d'aller vite. OK. En prenant plusieurs sujets, je vais être très bref. Okay. Parce qu'au début de l'entretien, vous m'avez dit il y a toujours eu de la censure. Et il y a eu des époques plus corsetées, c'est le terme que vous aviez employé l'un ou l'autre. Et la grande différence, je ne vous ai pas répondu là-dessus. La grande différence, c'est qu'autrefois, la censure est une censure d'État, essentiellement. L'État interdisait des choses. Bon. Aujourd'hui, la censure vient des réseaux sociaux. Elle vient des journalistes eux-mêmes qui imposent des thématiques et qui font la chasse éventuellement à leurs collègues. Donc, c'est une forme de censure qui est totalement différente et, à mon avis, beaucoup plus grave. Et en plus, elle touche tout le monde par le moyen des réseaux sociaux. En ce qui concerne le cinéma, bon, il y a évidemment beaucoup à dire sur le cinéma. Ce qui me frappe dans le cinéma, il y a quelque chose de féminin dans l'écriture cinématographique. Qu'est-ce que c'est le cinéma? C'est des images qui bougent. Hein. Les Américains disent movies, hein, ça bouge. Bon. Mais c'est quelque chose qu'on voit. Ça a l'air banal et idiot de dire ça. Mais ce qui est mobilisé, c'est l'œil, ce n'est pas l'oreille.
La preuve, c'est qu'il y avait un cinéma muet. Hein, et les films qui reposent uniquement sur les dialogues, généralement, c'est plutôt du théâtre filmé que du vrai cinéma. Donc, il y a quelque chose qui fait appel à la vision, au charnel, au sensuel, même dans des films assez austères, parce qu'on voit le monde environnant, on voit la nature, on voit les villes, et même il y a une valeur documentaire du film de fiction lorsqu'on voit des films qui se déroulaient il y a 30, 40, 50 ans, on voit d'autres paysages, d'autres façons de se comporter, de se tenir, et même on voit d'autres visages. On a l'impression que c'est plus exactement les mêmes hommes, si vous voulez. Alors, je vais vite, évidemment, puisque le temps nous est compté. Les conseils à un jeune cinéaste, je ne suis pas très, très bien placé pour le faire. Bon, d'abord, il faut du talent, c'est évident, et il y a, malheureusement, ce n'est pas comme une recette, il n'y a pas une recette pour avoir du talent. Il faut quand même avoir un don au départ. Mais le don, après, il faut le cultiver et le développer. Dans le climat actuel, c'est très difficile, je crois, pour un cinéaste de faire des choses qui sont trop démonstratives. Il faut plus suggérer, il faut emprunter des chemins de traverse. Il y a un cinéaste québécois que j'aime beaucoup, comme vous le savez, c'est Denis Arcand. La chute de l'Empire américain est un film que j'ai vu au moins 10 fois et qui, pour moi, est un modèle de critique de la société sans le faire d'une façon caricaturale et brutale. Et quel est le film qu'il a fait plus récemment Ah. Si vous permettez, je pense que vous avez parlé du déclin de l'Empire américain parce que son plus récent, c'est la chute de l'Empire américain qui conclut, Oui. c'est la fin Oui, finalement. tout à fait, tout à fait. Bon, là, je parle, c'est les invasions barbares, peut-être. Oui, c'est la Voilà. suite, absolument. Voilà. Alors, les invasions barbares est assez intéressant, si je ne me trompe pas de film, parce que là aussi, on est devant des gens qui sont déboussolés et qui essayent de chercher des réponses au vide. Parfois, dans des solutions tout à fait extravagantes, ridicules, mais il y a un talent chez Arcan pour voir le vide de la société. Je disais, c'était une plaisanterie, mais significative, on demande des libertins, parce que nous sommes dans un climat de domination et d'inquisition quasiment religieuse. Les anciens curés ont perdu beaucoup de leur importance. Je sais qu'au Québec, l'Église catholique a été très influente. Les anciens curés, aujourd'hui, n'ont plus le même pouvoir, mais il y a les nouveaux. Alors ceux-là, ce sont des curés laïcs, ce sont des inquisiteurs doublés de néo-puritains punitifs et qui voudraient que chacun fasse repentance, que chacun adopte les codes du politiquement correct. Je crois qu'à ce moment-là, dans des conditions de ce genre, il faut faire appel aux non-conformistes, à ceux qui veulent garder une liberté d'esprit et qui sont donc en quelque sorte les nouveaux libertins. Donc, quand vous parlez de libertins, vous parlez de libres penseurs, en fait, des gens qui n'ont pas peur de la censure ou de la... Ceux qui ne rentrent pas dans le moule. C'est ça, exactement. Ceux qui ne veulent pas être définis par des étiquettes préalablement conçues et qui veulent garder leur liberté d'esprit, leur accès à la pensée critique qui aujourd'hui fait de plus en plus défaut. Voilà. Dans un univers qui, de surcroît, est de plus en plus un univers de surveillance et de contrôle. Par tous les moyens, la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale et tous les moyens que l'on a par l'électronique, l'intelligence artificielle, de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, à quoi vous pensez, quelles sont vos opinions, quelles sont vos activités. Eh bien, je crois qu'il faut recréer des espaces libérés, des espaces de liberté
où on retrouve l'autonomie, l'indépendance qui est nécessaire à la libre expression de soi-même en dehors des modes et des dogmes du moment. Donc, on doit tous être des Winston Smith, dans le fond, parce que 1984 se concrétise en 2021, finalement. Oui, on peut dire ça. 1984 a été utilisé bien souvent pour laisser prévoir, mais je crois que Orwell avait vu les choses d'une manière tout à fait géniale et on aurait tort de croire que Orwell visait seulement le système soviétique stalinien. Il voyait à beaucoup plus longue échéance et il voyait très bien que les systèmes totalitaires n'ont pas forcément besoin de la cruauté, de la déportation, des fusillades, qui peuvent parvenir au même objectif par des moyens doux, en rendant les gens amoureux de leur chaîne. C'est la servitude volontaire de la poésie qui est finalement la pire, de même que l'autocensure, c'est la pire des censures. Et ça passe aussi par un nivellement intellectuel et artistique. Ça passe par un nivellement parce que les différences de performance, les différences de personnalité, l'indépendance d'esprit est considérée comme quelque chose d'injuste, quelque chose qui fait obstacle à la réalisation d'un monde homogène qui sera un grand marché planétaire, une société d'individus, une société de marché où le lien social aura disparu pour être remplacé par le contrat juridique et l'échange marchand. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu avais une autre question, Sacha? Oui, j'aurais. En fait, ce serait peut-être un autre sujet de réflexion. Ce serait par rapport justement à la salle de cinéma. Et c'est sûr que le cinéma, il peut y avoir malheureusement un potentiel anesthésiant. Un peu parce que vous avez dit très justement que 1984, il ne faudrait pas non plus penser que le livre est daté, dépassé, parce qu'on ne vivrait plus dans une tyrannie de ce type totalitaire violente. Je pense à l'expression du Grand Hospice occidental d'Édouard Limonov, où finalement on peut voir que le cinéma, malheureusement, je dirais plutôt l'audiovisuel, peut receler un potentiel anesthésiant. Et il y a eu une controverse récemment par rapport aux films Marvel où des grands cinéastes, notamment Martin Scorsese, disaient de but en blanc, ce n'est pas du cinéma. Ce type de film, entre guillemets, de produit, entre guillemets, ce n'est pas du cinéma. Et je voudrais faire, en fait, avoir votre opinion sur la salle de cinéma, parce que contre toute attente, la salle de cinéma, elle est demeurée, notamment l'expression « aller au cinéma ». Donc, on pensait initialement que peut-être que la télévision allait faire en sorte que les gens n'iraient plus au cinéma. Ce n'est pas arrivé. Il y a eu ensuite les clubs vidéo. Et personnellement, à titre personnel, je me désole de la disparition des clubs vidéo, mais je dois m'en faire une raison. Les clubs vidéo sont vraiment… Cette époque est terminée, elle est révolue. Par contre, la salle de cinéma demeure et il y a eu, si vous permettez, un petit souvenir dans les vagues de confinement, de reconfinement, de déconfinement. On ne sait plus trop où on en est d'ailleurs. Et peu avant qu'il y ait un reconfinement au Québec, donc à l'automne de 2020, donc j'ai assisté à une présentation de 2001, au-dessus de l'espace, donc vraiment une présentation aussi de minuit. Vraiment, le film commençait, la présentation commençait à minuit. Et j'étais étonné, surpris, très agréablement surpris de voir qu'il y avait de nombreux jeunes, vraiment, qui étaient là pour voir ce film, qu'ils avaient probablement déjà vu auparavant, mais évidemment, voir un tel film sur grand écran, c'est le voir réellement, notamment voir ce que l'on voit, voir un tel film, c'est le voir sur grand écran. Et je me demandais dans une époque, dans un monde où on ne cesse de parler du sentiment d'appartenance, mais si on en parle beaucoup, c'est qu'il n'existe à peu près pas. C'est un peu comme la résilience. Plus on en parle, moins il y en a. Est-ce que justement la salle de cinéma, il y aurait moyen de la réinvestir pour qu'il y ait à nouveau un potentiel subversif, selon vous? Et un subversif, si vous permettez, de subversion et aussi un aspect communautaire. Pas communautaire au sens les communautés rivées les unes contre les autres, mais recréer un sentiment de communauté. Parce que moi, j'avais l'impression quand même d'être en solidarité d'une certaine manière avec les autres téléspectateurs lorsque je voyais ce film. Oui, je dirais d'abord que je ne crois pas du tout à la fin du cinéma. Il y a une crise du cinéma. Il y a une stérilité du cinéma actuel, mais il y a toujours des exceptions. On fait de très beaux films dans différents pays. Malheureusement, l'influence du cinéma américain a enfermé beaucoup de productions, soit dans les effets spéciaux. Alors là, ce n'est plus tellement du cinéma, c'est de la technique, on en prend plein les yeux, mais c'est de la bande dessinée.
ou alors des films désespérément moraux qui veulent poser des problèmes avec des personnages incroyablement stéréotypés et on sait d'avance en quelque sorte ce qui va se passer. Or, le cinéma, ce n'est pas de la morale. Le cinéma, c'est de raconter des histoires vraies avec des sentiments qui parfois peuvent être terribles. Hein. Mais aujourd'hui, on veut tout moraliser. Ce n'est pas du tout une morale individuelle comme autrefois. Hein. C'est une morale générale. Il faut que on ne demande plus aux gens de faire le bien, on leur demande de militer pour une société plus juste et on leur dit d'avance qu'est-ce que c'est que la justice qui doit gouverner cette société. Et ça se remarque évidemment dans le cinéma, avec des films qui se ressemblent tous, où il n'y a plus de style. Les gens ne savent plus très souvent ce que c'est que l'écriture cinématographique. Hein, autrefois, on voyait un film, et sans être forcément un cinéphile, on voyait quel était vraisemblablement le réalisateur qui avait fait les choses. Aujourd'hui, c'est très interchangeable. Il n'y a plus de frontières entre le film et téléfilm. Et finalement, tout ça se ressemble. Et puis, de temps en temps, il y a une découverte, une pépite, un film remarquable qui sort. Et voilà. Donc, je ne désespère pas du cinéma, mais comme beaucoup d'autres choses actuellement, il est dans une crise d'inspiration car il est menacé d'une stérilité en raison des idéologies à la mode. Oui, parce que, comme vous dites, le cinéma maintenant devient un outil d'un système hégémonique plutôt qu'une libre expression artistique, et d'où votre parallèle avec l'ancien système soviétique, finalement. C'est-à-dire que le cinéma, le grand problème du cinéma de tout temps, c'est que c'est à la fois une création impersonnelle, mais aussi un travail collectif, travail d'acteurs, de scénario, etc. Et c'est une industrie, parce que le cinéma, ça coûte quand même assez cher. Alors, sans aller jusqu'à des budgets démesurés, des blockbusters, avec des budgets qu'on rentabilise sur les produits dérivés, même un film réalisé avec des moyens modestes coûte quand même assez cher et par conséquent, il est très difficile de desserrer l'étau. C'est beaucoup plus difficile de faire un film indépendant qu'un livre indépendant parce que le livre, on arrive toujours à l'éditer, même s'il n'est pas extraordinairement diffusé. Voilà. Et tout à fait. Et par rapport à ça, j'avais une autre question en lien à votre perception de ce qu'est le cinéma. Parce que vous venez de dire très justement que le cinéma de divertissement et d'effets spéciaux, ce n'est pas du cinéma, c'est pas du vrai cinéma parce qu'une fois qu'on enlève les éclats et les artifices, il ne reste plus rien. Je ne suis pas contre le cinéma de divertissement. Je veux dire que le cinéma, c'est un art. Oui. Et cet art peut créer des films grand public, de divertissement, mais des films qui, c'est du divertissement qui permettent aux gens de sortir d'eux-mêmes par en haut, au lieu de les sortir par en bas. Je ne suis pas du tout pour un cinéma d'intellectuels, d'esthètes qui ne trouveraient pas son public. J'aime aussi ces films-là. Parfait. Je me rends bien compte, évidemment, que le grand public a besoin de grands films, d'épopées, d'aventures, de spectacles. Mais lorsque le spectacle, tous les personnages sont stéréotypés et qu'il n'y a plus que des effets spéciaux pour retenir l'attention, avec une succession d'images qui est si rapide qu'il n'y a plus le temps d'intérioriser même ce que l'on voit, on a l'impression d'avaler la même soupe en continu. Oui, tout à fait. Exactement. Mais en même temps, vous parliez aussi du théâtre filmé ou du télé-théâtre comme n'étant pas non plus du vrai cinéma, parce que vous disiez justement que ce qui rend le cinéma distinct du théâtre, c'est vraiment ce qui rend le cinéma distinct du théâtre qui en fait un art autonome. Donc, vous disiez que... C'est-à-dire qu'il y a eu des œuvres de théâtre filmé qui sont très bonnes. Les films de Sacha Guitry, par exemple, ce sont des films, c'est du théâtre filmé, mais fondamentalement, le cinéma et le théâtre, ce sont deux choses différentes. Hein. On peut faire un très bon film avec du théâtre filmé, mais normalement, dans un film, ce n'est pas seulement des dialogues, hein, ce n'est pas seulement ce que les gens disent. On voit bien ça dans le cinéma italien, par exemple, la grande époque, dans les années 70-80, la façon dont les personnages secondaires ont autant d'importance que les personnages principaux, la façon dont le paysage et les objets environnements jouent un rôle dans le scénario. Hein. Sinon, on a un peu l'impression d'être au théâtre avec des gens qui sortent de coulisses et qui y retournent.
Parfait. Et d'où ma question. J'aimerais vous entendre sur un autre média qui est le documentaire. Vous, en fait, dans quelle catégorie placez-vous le documentaire? Est-ce que pour vous, ce n'est que du reportage journalistique ou simplement de la sociologie, ou c'est au contraire également une vraie forme de cinéma? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Il est clair que beaucoup de documentaires, c'est simplement du reportage, c'est parfois plaisant, mais le documentaire peut être un moyen d'accéder à quelque chose de plus profond lorsqu'on interroge les gens en profondeur, lorsqu'on fait une enquête sur les environnements humains, sur la vie quotidienne, sur les traditions, sur tout un tas de choses. Documentaire, je dirais, un documentaire qui n'est pas un documentaire destiné aux touristes. Il y a beaucoup de documentaires où la caméra remplace l'œil du touriste, avec un regard qui est toujours extérieur, qui est le touriste, qui regarde, trouve ça beau, intéressant, bon, mais il n'y a rien qui rentre véritablement en lui. Le vrai documentaire, c'est celui qui va permettre d'accéder à l'intérieur des situations, à l'intérieur des êtres, et de donner plus qu'on ne donne habituellement aux simples touristes. Tout à fait, c'est une vision tout à fait partagée, qu'on partage également du documentaire. Donc, merci beaucoup pour cet éclaircissement. En fait. Et c'est moi qui vous remercie. Si vous permettez, j'aurais peut-être une dernière question en fait, qui me vient à l'esprit, parce que s'il y a un penseur qui milite, évidemment au sens noble du terme, pour une identité, une culture européenne, c'est bien vous. Et vous parliez très justement un peu de cet aspect, un peu de ce grand spectacle, un peu c'est cette foire aux effets spéciaux qui tourne à vide. Ce qu'on constate, c'est que évidemment le cinéma américain, et notamment aussi dans sa grande période, a pompé les mythes européens. On pense notamment au premier dessin animé de Walt Disney, Blanche-Neige et autres, évidemment en édulcorant beaucoup ces divers contes. Mais en fait, je sais que la réponse n'est pas du tout simple, mais comment se fait-il que les Européens, dans leur sens finalement, parce que quand même un continent qui jouit de moyens financiers conséquents et de grands créateurs cinématographiques actuels, même si évidemment il y a une crise, comment se fait-il qu'on ne voit pas notamment le panthéon gréco-romain mis à l'écran par les Européens, les sagas islandaises, et on a l'impression que tout le monde, on y prie avec les héros entre guillemets Marvel, parce que comme vous l'avez très bien démontré, je pense dans son entretien que vraiment c'était complètement, il y avait aucune figure héroïque là-dedans, véritablement héroïque. Mais comment se fait-il que les Européens ne prennent pas à bras le corps vraiment ce très riche patrimoine pour faire des films à la fois grand public, mais aussi qui iraient au fond de l'âme européenne? Alors c'est exact que le cinéma américain a repris à son compte et exploité beaucoup de mythes de l'histoire européenne, depuis l'Iliade et l'Odyssée, la chevalerie, les mythologies, etc. Le problème, c'est qu'il a tout aplati. Il a réduit les choses à une succession de choses spectaculaires, et en particulier le traitement des héros. Le héros a été remplacé grâce ou à cause du cinéma américain par le super-héros. Le super-héros n'est pas du tout un héros. Un héros est un personnage tragique. Généralement, il meurt parce que la vie qu'il mène ne peut pas être une vie longue. Donc, il y a une dimension de tragique qui est associée à l'héroïsme. Le super-héros, il s'en tire toujours. Et il n'est jamais vaincu. Il triomphe de tout un tas de choses. Et donc, finalement, bon, les Américains ont beaucoup de mal à comprendre le tragique. Ils ont beaucoup de mal à comprendre que l'histoire est tragique, que la vie est tragique, et ça contredit leur désir de happy end. Ouais. Il faut que les choses se terminent toujours bien. Il y a une sorte d'optimisme de commande aux États-Unis. Si les gens partent avec une impression qui les fait trop penser, qui les travaille, alors ça, il faut absolument l'éviter. Or, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que le cinéma peut faire surgir des interrogations. Parce que finalement, si c'est pour donner uniquement des certitudes, les certitudes, comme disait Nietzsche, c'est relativement stérile, tandis que les doutes, les interrogations sont éminemment fécondes. Cet aspect questionneur du cinéma, c'est ce qui est complètement supprimé dans la production américaine d'aujourd'hui. Tout à fait. Et si vous permettez, donc, parce que dans plusieurs de vos textes, vous constatez évidemment avec un très grand brio toute
toute l'impuissance de l'Union européenne, comment est-ce qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais est-ce qu'on pourrait aussi inclure le fait aussi, finalement, qu'il y a aussi une forme d'impuissance culturelle parce que on peut, et je suis tout à fait d'accord avec votre critique de comment est-ce que le cinéma états-unien, hollywoodien, complètement aplati ses mythes. Évidemment, si on regarde La Guerre des Étoiles, évidemment, on reconnaît soit la chevalerie et autres, mais évidemment, c'est complètement boursouflé et tout ça. Mais peut-être la vraie question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les Européens ne prennent pas à bras-le-corps leur propre patrimoine pour faire des films qui seraient de grand public, évidemment, il y aurait quelque chose de noble là-dedans, mais aussi qui serait véridique. La réponse est assez simple. Les Européens sont eux-mêmes dans une situation extrêmement inquiétante. Ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus ce qu'ils veulent, ils ne savent même plus où commence et où finit l'Europe. Et donc, ils sont très loin actuellement de se réapproprier leur passé. Ils sont dans une crise existentielle qui fait qu'ils deviennent l'objet de l'histoire des autres parce qu'ils ont renoncé à être une puissance autonome et à bâtir ou poursuivre leur propre histoire. Alors, ça nous entraînerait évidemment trop loin d'examiner tout cela en détail. Si on revient un instant au cinéma, là aussi, il y a une question de moyens. Les Européens peuvent faire des films relativement à bon marché, à petit budget, des films assez intimistes, mais pour faire des grands films d'épopée, et pourtant il y a plein de sujets dans l'histoire européenne qui permettraient de faire des films de cette nature, il faut des moyens, évidemment, qui sont hors de proportion par rapport aux moyens dont disposent les grands réseaux, les grandes firmes multinationales américaines à l'heure actuelle. Alors, je ne dis pas qu'il en ira toujours de même, mais la situation actuellement n'est pas favorable. Elle n'est pas favorable, mais il ne faut pas non plus désespérer. L'histoire est par définition toujours ouverte. L'histoire n'est jamais close. Absolument, absolument. Et aussi, parce qu'il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'était l'une des grandes références pour Patrick et moi, et c'est la figure de Pier Paolo Pasolini. Et au début, d'ailleurs, même, on avait le projet, Patrick et moi, de tourner une scène dans un lieu très iconique de la petite Italie à Montréal, où ça aurait été une scène où on apprenait la mort tragique de Pasolini. Et Pasolini qui a mis en scène deux de ses films de la trilogie de la vie, donc Les Contes du Décaméron et Les Contes de Canterbury, où vraiment il a repris tout ce riche, tout cet héritage extrêmement riche et vraiment, mais avec des films, en guillemets, à la fois grand public, mais extrêmement, pas du tout élitiste, mais vraiment très noble, vraiment. Bien sûr, bien sûr. Pasolini a fait des choses tout à fait admirables, n'est-ce pas? Mais il avait bien vu d'ailleurs dans quel type de société on rentrait. C'est des sociétés où tout ce qui est enraciné, tout ce qui est durable, s'effrite, se défait au profit de l'éphémère, du provisoire, de la liquidité. Et dans les sociétés liquides, comme dit Zygmunt Bauman, dans les sociétés liquides, on liquide tout. Oui, c'est ça. C'est l'ère des liquidateurs et des liquéfiés. Oui, d'où il parlait aussi d'une grande homogénéisation du paysage, en fait, italien, où les cultures ancestrales étaient complètement décimées par le rouleau compresseur de la consommation qui faisait en sorte que finalement tout le monde devenait des petits bourgeois en oubliant leur vraie identité, leur vraie culture. Bon, il reste quand même, quand on voyage, notamment en Italie, j'étais il n'y a pas très longtemps en Sicile, il y a encore une certaine personnalité, mais on voit bien, comme vous le dites, le rouleau compresseur qui se met en marche pour qu'on regarde les mêmes films, qu'on entende les mêmes informations, qu'on écoute les mêmes chansons, qu'on se construise les mêmes maisons, qu'on consomme les mêmes produits, etc. Et cette espèce de fébrilité de la mêmeté, ce que j'ai appelé l'idéologie du même, c'est-à-dire cette idéologie qui ne conçoit l'égalité que sous l'angle de la mêmeté. Or, ce sont des choses différentes. L'égalité n'implique pas de réduire au même. Voilà. C'est ça. Et on oublie. Nous sommes dans l'époque du même, l'époque de la mêmeté qui s'étend partout. Voilà. C'est ça. Et comme vous disiez lors de l'entretien précédent, mais on oublie la vraie altérité, en fait. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Parfait. Ben, ça conclut, en tout cas, mes questions, du moins. Je sais pas. Si vous êtes satisfait. Ouais. Très bien. Oh mon Dieu! Oui, parfait. J'ai eu en tout cas grand plaisir à ce dialogue. Je souhaite beaucoup de succès à votre film et à bientôt peut-être.
Ben, merci beaucoup. À bientôt. Et vraiment, ce fut un plaisir réciproque, M. Benoît, et vraiment, on se le souhaite de tout cœur, vraiment, et on se dit à bientôt. À bientôt, et ce fut un grand honneur, et en espérant garder contact, et on vous donnera des nouvelles. D'accord, parfait. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. Bye.